webinaire qui est organisé par ANIA Formation dans le cadre de l'accompagnement de l'ANIA sur les relations commerciales et notamment la mise en œuvre de la loi Egalim 2. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas aborder le sujet traditionnel des relations commerciales et des relations avec la grande distribution, mais le sujet des relations avec l'amont agricole, dont le cadre législatif a largement été modifié par la loi Egalim 2 publiée en octobre 2021. Pour ce webinaire, on a la chance d'accueillir la FNSEA et je voudrais tout de suite remercier Benjamin Guillaumet, qui est le chef de service économie des filières de la FNSEA, d'accepter d'intervenir à ce webinaire. C'est une grande première que nos deux organisations professionnelles prennent la parole sur ce sujet. Donc voilà, je voudrais vraiment le souligner et je pense que ça va vraiment enrichir les échanges d'aujourd'hui. Comme vous le savez, l'ANIA a depuis le début soutenu le principe des EGA, soutenu le principe et soutenu la loi Egalim 1, puis la loi Egalim 2, parce que nous croyons profondément à la logique de filière. On a validé toutes les conclusions des ateliers des EGA et nous étions et nous sommes encore favorables à l'objectif des EGA qui est de recréer de la valeur pour notre alimentation, d'arrêter la guerre des prix et de permettre une meilleure rémunération de l'amont. On a donc un objectif commun, c'est de renforcer la souveraineté alimentaire et on le voit encore plus ces dernières semaines avec la crise en Ukraine. Et donc, cet objectif commun nécessite de raisonner en filière et c'est un peu l'objectif qui a été renforcé par la loi Egalim 2. Pour rappel, sur l'industrie agroalimentaire en France, c'est le premier secteur industriel français. C'est donc 15 000 entreprises réparties sur tout le territoire et c'est 98% de PME. L'industrie agroalimentaire française est le 4e exportateur mondial. On était second en 2005. Et c'est une industrie qui est vraiment au cœur de la chaîne d'alimentation. Au cœur de la chaîne d'alimentation, puisqu'on représente 70%, puisque 70% de la production agricole française est transformée par l'industrie agroalimentaire et 80% des produits consommés en France sont fabriqués en France. Sur le constat, on est donc tous d'accord. L'agriculture et l'agroalimentaire sont stratégiques pour la France et on ne délègue pas notre alimentation de qualité à d'autres. On a besoin d'une industrie, d'une agriculture forte pour fournir des matières premières de qualité et on a aussi besoin d'une distribution solide en bonne santé pour mettre en valeur nos produits. L'agroalimentaire est donc au centre de cette filière alimentaire. On a une filière alimentaire qui malheureusement est malmenée depuis plusieurs années en raison d'une destruction de valeurs systémiques qui dégrade sa compétitivité. C'est un cercle vicieux de la déflation et de la destruction de valeurs qui alimente un décrochage de compétitivité. Et cela entraîne malheureusement une fragilisation de nos industries et aussi de nos agriculteurs. La crise économique du monde agricole n'échappe à personne et vraiment l'ANIA est convaincue qu'il est aujourd'hui impératif de stabiliser les prix à un niveau juste qui prend en compte la réalité économique des entreprises et pour rémunérer équitablement nos agriculteurs pour qu'ils puissent prétendent à un niveau de vie et un niveau de rémunération décent, mais également qu'ils puissent être en capacité de fournir des produits de qualité de manière sanitaire, environnementale qui sont nécessaires. Alors aujourd'hui, la nécessité avec ce constat, c'est vraiment de s'inscrire et de travailler dans une démarche de filière, parce que c'est primordial, ça s'intéresse aux conséquences sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je pense que c'est probablement aujourd'hui l'une des clés de réussite de notre développement durable pour tous et souhaitable pour chacun. C'est vraiment un engagement que l'ANIA tient à incarner par la preuve d'une industrie agroalimentaire engagée et responsable vis-à-vis de ses partenaires agriculteurs et éleveurs. On doit donc s'inscrire dans une démarche de solidarité, d'engagement. L'ANIA et l'ensemble de ces fédérations sectorielles s'inscrivent dans cette voie afin de créer et de soutenir la dynamique pragmatique et collective. Alors évidemment, tout ça ne se fera pas en un jour, mais nous devons aujourd'hui nous engager dans un mouvement générateur de responsabilité. Comme on disait, et quand on a travaillé sur ce webinaire avec Nicolas Gentil, Benjamin Guillaumet et Aude, aujourd'hui, il n'est plus possible de raisonner de manière individuelle. L'avenir de la filière doit vraiment s'aborder de manière globale et cela va se traduire aussi dans vos relations commerciales, tant à l'amont qu'à l'aval. Chacun a la responsabilité d'être vigilant dans ses diverses relations contractuelles et chacun doit être vigilant à ce que son partenaire se porte bien. Cela donc nécessite de voir les relations d'une autre façon, d'assurer la continuité et de mieux comprendre aussi l'environnement de ce qui se passe à l'amont, mais aussi de ce qui se passe à l'aval et vice-versa.
tout ce travail en filière a été amorcé avec la loi Egalim 1, mais vraiment, la loi Egalim 2 a vraiment encore plus engagé ce processus. Et la loi Egalim 2, comme on va le voir, a vraiment permis de combler certains trous dans la raquette pour faire en sorte que la contractualisation et la reprise notamment des indicateurs se fassent vraiment de l'amont à l'aval et que la logique souhaitée par tous de marche en avant du prix prenne vraiment tout son sens et soit effective. Donc, comme je le disais, ce webinaire organisé avec l'intervention de la FNSEA, c'est vraiment une première. C'est vraiment l'ouverture du dialogue, de la bienveillance qui constitue pour nous les facteurs clés pour défendre et préserver notre modèle alimentaire français. Je souhaite encore une fois remercier la FNSEA pour son intervention et je souhaite également remercier le cabinet Loi et Stratégie pour son accompagnement précieux et son intervention également aujourd'hui, ainsi que l'Institut ANIA Formation. Donc, au programme, l'objectif, c'est de vraiment faire un tour d'horizon sur les conséquences de la loi Egalim 2 sur les contrats amont, avec notamment la contractualisation obligatoire, les éléments nouveaux et indispensables au contrat amont et surtout les interactions entre le code rural et le code de commerce qui n'est pas toujours évident à comprendre. Avant de débuter ce webinaire et de laisser la parole à Benjamin, je voudrais quand même rappeler les règles du droit de la concurrence. On vous demande vraiment d'être vigilant et de ne pas prendre la parole et de diffuser d'informations sensibles. Donc, il est interdit lors de ce webinaire de lever la main et de prendre la parole, ni d'interagir dans le chat. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions via mon adresse mail. J'ai accès à mes mails pendant le webinaire et de toute façon, on a bien reçu l'ensemble des questions qui ont été posées et on procédera à un exercice de questions-réponses à la fin. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et puis Benjamin, je te laisse la parole si tu souhaites compléter. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais à nouveau aussi m'associer à tes propos Marie et remercier l'ANIA de m'accorder cette possibilité de présenter aux côtés du cabinet Loi et Stratégie la partie amont de la loi Egalim, alors 1 et 2, puisque finalement on a beaucoup travaillé avant tout dans la loi Egalim 1 sur cette partie amont, mais aujourd'hui certaines obligations qui incombent dans la loi Egalim 2 nous obligent tous à travailler en ce sens pour avoir des contrats en bonne et due forme conformément à la loi Egalim. Alors, ce que je voudrais dire en préambule, et je m'associe complètement à tout le contexte posé par Marie, c'est qu'entre l'ANIA et la FNSEA, il y a un vrai travail de co-construction pour avant tout recréer de la valeur. Avant les EGA, on avait, donc il y a pile 5 ans, on avait travaillé ensemble sur un diagnostic commun pour poser les bases de ce qui avait été pendant des années de la destruction de valeur, de la déflation, et essayer de sortir par le haut grâce à cette opportunité qui nous était donnée, des états généraux de l'alimentation et puis de la loi qui devait suivre. Donc on a travaillé en ce sens, on a même travaillé au-delà de nos deux organisations, hein, puisqu'on rassemblait aussi d'autres organisations du maillon des fournisseurs et aussi la FCD, pour se positionner dans l'optique de créer de la valeur dans la filière avec des déclinaisons qu'on a retrouvées derrière dans les conclusions des états généraux de l'alimentation. Notamment, je ne reviendrai pas dessus, mais des éléments qui sont plus liés à l'aval et qui étaient plus liés à la fin de la guerre des prix, avec le relèvement du seuil de revente à perte ou encore le gros sujet de l'encadrement des promotions. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement quand même la construction du prix, de l'amont jusqu'à l'aval, la construction du prix comme on l'appelle en marche avant, avec des notions nouvelles qui ont été introduites par les EGA, la notion de coût de production en agriculture, pour reconnaître qu'il y a des coûts de production qui sont rarement couverts dans les filières agricoles par les producteurs lorsqu'ils commercialisent leurs produits. Et puis, ce qui a donné lieu du coup à la notion d'indicateur, mais avant tout, on était sur l'esprit des coûts de production. Et puis l'autre notion, c'était la commercialisation et la reprise en main pour les producteurs agricoles de la commercialisation de leurs produits, avec cette inversion de la construction du prix, cette inversion de la proposition contractuelle, et de se dire qu'en agriculture, comme dans toute relation commerciale, c'est au vendeur de proposer un contrat. Et donc, c'est là qu'on s'est inscrit dans cette nouvelle logique
Et c'est pour ça qu'on parle donc de cette construction du prix en marche avant. Mais les EGA, c'était aussi le revers de la médaille, si je puis dire, avec une montée en gamme souhaitée par la société, par le pouvoir politique et puis aussi par les acheteurs en bout de chaîne. Montée en gamme pour les agriculteurs, mais aussi pour les entreprises que vous représentez, qui était un peu le pendant de cette construction du prix avec une prise en compte des coûts à chacun des maillons. Et donc, on travaillait beaucoup et à marche forcée les interprofessions pour réaliser des plans de filière. Et j'en parle parce que ça a un lien avec un des sujets qu'on abordera tout à l'heure, c'est que dans les plans de filière, il y a un gros volet sur l'économique, sur la manière d'aborder les contrats, sur la manière d'aborder la contractualisation à l'amont et de formuler, de proposer, de diffuser des indicateurs. Donc, c'était un travail essentiel qui a été mené en fin 2017 et qui se poursuit encore aujourd'hui, puisque Egalim 2 met à nouveau l'accent sur ces éléments-là, avec une vraie ambition pour avoir des contrats qui soient représentatifs et objectifs d'une situation économique partagée entre producteurs et premiers acheteurs. Alors, après les EGA et la loi Egalim, on a quand même eu deux éléments, dont un qui se poursuit, hein, entre la crise Covid et la guerre en Ukraine, qui ont mis le focus vraiment sur l'obligation, notre obligation de souveraineté alimentaire. Et je voudrais souligner cet aspect-là parce que c'est aussi dans cette dimension qu'on travaille ensemble avec l'ANIA, d'avoir une force de production agricole, mais aussi des outils de transformation dans les territoires pour pouvoir approvisionner les rayons et les Français, comme ça a été le cas durant la crise Covid, et puis aujourd'hui encore, malgré les tensions qu'il peut y avoir en France et ailleurs. Donc voilà, l'enjeu de souveraineté, on le retrouve aujourd'hui dans les intitulés des deux ministères, à Bercy et à l'agriculture. Ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement le reflet de cette volonté et de cette ambition que l'on porte de manière commune. Et c'est aussi le reflet du besoin de compétitivité pour nos filières agricoles et agroalimentaires à l'avenir. Donc, je ne serai pas plus long, mais à nouveau remercier Lania pour cette invitation et puis à votre disposition pour compléter dans la suite du propos sur les différents éléments techniques avec Nicolas et Aude. Nicolas, on te laisse prendre la main. Ok, si effectivement je parle en étant en mute, je peux. Pourtant, c'était très joli ce que j'avais dit, mais c'est pas grave. Je vais recommencer. Merci Marie. Je disais du coup, merci Marie, merci Benjamin. Moi, je suis vraiment ravi. Après, il y a des interventions qui font plus ou moins de sens et pour Aude, pour moi, également pour ce qu'on fait au sein du cabinet et au sein de d'Ania Formation, ça a beaucoup de sens parce qu'on croit avant tout à la collaboration. En fait, on croit qu'on s'en sortira tous ensemble et pas chacun de son côté en pensant que finalement je pourrais m'en sortir alors que l'amont irait mal et que l'aval irait mal. Voilà. Et donc ça, c'est pas une croyance, c'est une conviction qui est très forte. Et je trouve que quand deux organisations professionnelles intervenant à des niveaux différents de la chaîne économique collaborent, comme elles collaborent depuis longtemps, et également en public comme ça, voilà, je trouve ça vraiment chouette parce que finalement, on s'aperçoit que les intérêts convergents, comme on le défend avec Philippe Divessel depuis très longtemps, les intérêts convergents, ils sont nettement supérieurs aux intérêts divergents. Voilà, donc c'est chouette qu'on puisse parler de ça, même si on va parler d'un sujet qui est très complexe. Hein. C'est des choses qu'on décrypte avec Aude, que certains d'entre vous ne connaissent pas encore parce qu'elle nous a rejoint il y a peu de temps, mais en ayant une expérience avant. En fait, c'est des sujets qui sont complexes et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à une époque, on pensait qu'on pouvait travailler, pardon, l'amont de manière complètement séparée de l'aval. Et c'est vrai que finalement, il n'y avait pas beaucoup de rapport entre les deux. Hein. Si on se remet 5 ans en arrière, entre le code rural et le code de commerce, finalement, il y a très peu de très peu de passerelles, pardon. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut plus travailler
l'aval sans connaître l'amont, enfin quelqu'un qui travaillerait l'aval sans comprendre la logique de la marche en avant du prix, de la clause de révision automatique, des indicateurs, c'est pas possible. Et on ne peut pas vraiment travailler l'amont sans comprendre l'aval, sans comprendre effectivement ce qui va se jouer en aval et pourquoi effectivement tout ça déborde l'amont et l'aval, mais est vraiment un projet de filière. Voilà, alors sur les éléments qu'on avait envie de vous présenter, voilà, chacun le lead sur une partie et bien évidemment, mes camarades interviendront au fur et à mesure sans difficulté. Ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est qu'en fait, on a assez légitimement un code rural qui va s'appliquer sur l'amont. C'est-à-dire le code rural, il est intéressé dès lors qu'on parle de production agricole. Et en fait, il y a en fait 3 conditions hein, au fait d'avoir l'application de l'article 631-24. C'est bien qu'on part d'une proposition qui est à l'initiative du producteur de produits agricoles, comme l'a rappelé Benjamin, pour ce concept de marge en avant. Il faut que ça soit conclu avec le premier acheteur, parce que si c'est conclu avec le premier acheteur, bah, bien évidemment, ça met en jeu le producteur agricole. Et enfin, et ça c'est plus du territorial, il faut que la livraison des produits agricoles soit faite sur le territoire français. Voilà. Pourquoi? On sait bien que en agriculture, finalement, on a une politique. Bon, voilà, une politique finalement qui est effectivement une politique européenne, mais après il y a des ambitions sur les territoires qui ne sont pas les mêmes. L'agriculture ne pèse pas la même chose, elle n'est pas traitée de la même manière. Il suffit de regarder ce qui se passe par exemple aux Pays-Bas et ce qui se passe en France, qui est éminemment différent. Euh, Impossible aujourd'hui au sein de l'Union européenne de, par exemple, avoir des textes qui ne s'appliqueraient qu'aux producteurs agricoles français. Et donc, pour rattacher effectivement à la France sans faire de discrimination entre les opérateurs, on parle aujourd'hui de livraison des produits agricoles sur le territoire français. Ça amène plein de questions sur l'application dans l'espace du texte dont on va largement parler parce que on avait déjà la conviction avec Marie, Aude et Benjamin que la question de l'application dans l'espace, c'était un sujet. On n'a pas été déçus quand on a reçu la liste des questions, hein. Je ne veux pas mentir, mais je pense qu'on avait presque un tiers des questions qui étaient autour de ce sujet-là de tiens, comment ça se passe si mon acheteur est espagnol et je prends la livraison en France, mais je la revends à quelqu'un qui le transforme puis qui le revend en France, etc. Avec des combinaisons dans tous les sens. Donc on va, vous inquiétez pas, c'est pas le seul moment où on parle de ce sujet, on va en reparler. Euh, c'est bien évidemment hein, cette réglementation de l'amont agricole, ça s'applique au contrat de vente de produits agricoles euh, par un producteur agricole. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Déjà au moment d'Egalim 1, on a dit, mais est-ce que vous pouvez précisément nous donner quand même le champ d'application de 631-24 par rapport au code de commerce? Et on vous fera à la fin une séquence sur l'articulation entre les deux. Et on était un peu en mal de définition. Et par exemple, si moi j'achète des pommes et que je revends des pommes, je pouvais dire, bah, en fait, je vends bien un produit agricole et comme le contrat de vente vise le contrat de vente de produits agricoles, bah, je vends un produit agricole et donc je serai soumis au code rural. Et l'administration confirme donc dans cette FAQ, hein, foire aux questions diffusée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec le ministère de l'Économie, que c'est bien un producteur qui a une activité agricole. Il ne suffit pas de vendre un produit agricole pour être soumis à l'amont, mais il faut avoir une activité agricole qui est définie par le Code rural à l'article 311-1. Voilà. Donc là, on a les éléments de ce qui fait qu'on est soumis à l'amont, hein, avec les 3 conditions que j'ai évoquées et le fait que ça porte sur des produits agricoles bruts ou transformés, mais que l'une des parties, celui qui vend, est bien quelqu'un qui a une activité agricole. Voilà. Après, Benjamin reprendra la parole parce qu'effectivement, derrière le mot producteur agricole, il y a la question des OP et des AOP et également des coopératives et on évoquera ce sujet-là maintenant.
Merci. Alors effectivement, on va introduire tout de suite ces notions-là d'organisation de producteurs et de coopératives, non pas pour l'évacuer, mais parce que c'est des notions importantes dans la suite du propos et voir quels cas et quelles conditions s'appliquent lorsqu'on est en OP. Là, je me place du point de vue du producteur, mais vous avez le corollaire lorsque vous êtes acheteur vis-à-vis d'une OP. Alors, déjà, juste un petit rappel, mais important pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien le système des organisations de producteurs. On se trouve là au niveau de la PAC sur des structures qui ont été créées pour concentrer l'offre et structurer l'offre au sein des producteurs. Donc, les OP sont des structures créées à l'initiative des producteurs. Et les définitions, les seuils pour les reconnaître sont définis dans les grandes lignes dans le règlement communautaire. Donc, c'est bien dans la PAC que l'on retrouve cette notion d'OP. Et après, charge à chaque État membre de définir très précisément des critères, donc en nombre de producteurs, en volume commercialisé, en équivalent temps plein minimum pour faire fonctionner l'OP, secteur par secteur de production, et qui donne ensuite lieu à une reconnaissance en organisation de producteurs. Autrement dit, aucune structure ne naît OP, elle est reconnue OP si elle respecte des seuils et des conditions qui sont définies par la PAC et par l'État membre. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un fonctionnement démocratique qui soit détenu par les producteurs pour qu'on puisse garder et être reconnu en OP. Donc, il y a un fort historique sur les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, puisque pour celles et ceux qui le savent, il y a les programmes opérationnels qui ont un historique d'abord dans le secteur des fruits et légumes, qui ont donné lieu à un certain nombre de reconnaissances dans ce secteur-là. Donc, la moitié des producteurs à peu près sont organisés en OP et reçoivent donc des fonds de la part de l'Europe pour structurer leur production sur un certain nombre d'éléments sur la base des programmes opérationnels. Plus récemment, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années et la sortie des quotas laitiers, on a eu un certain nombre de reconnaissances, une soixantaine, dans le secteur laitier d'organisations de producteurs qui ont vocation uniquement, quasi uniquement, à négocier les prix, les volumes et donc les contrats. Et j'introduis d'ores et déjà la notion d'accord cadre avec les laiteries, les acheteurs. Et ça, c'était suite à la contractualisation qui a été mise en place de manière obligatoire dans le secteur laitier à la fin des quotas laitiers. Donc, c'était une autre mécanique, non pas que les OP dans le secteur des fruits et légumes ne négociaient pas avec leurs acheteurs, bien au contraire, hein, ce sont des OP de commercialisation, mais ce sont des OP aussi qui ont un certain nombre d'autres axes de travail, de recherche, de dépenses sur l'aspect environnemental, etc., en investissement, que n'ont pas les OP laitières. Et puis, avec la dernière PAC, on a un attrait certain d'un certain nombre de filières, de secteurs pour constituer des OP et éventuellement avoir accès aux programmes opérationnels qui sont ouverts dans d'autres secteurs. On n'a pas la liste encore à ce jour, mais il y a une petite enveloppe budgétaire qui est prévue dans le cadre du plan stratégique national français. Au-delà du sujet des protéines végétales, d'autres secteurs pourront être éligibles au programme opérationnel, d'où la création et la constitution d'OP ou d'associations d'OP, donc des AOP qui regroupent plusieurs OP qui auraient dans un même secteur, dans une même catégorie de produits, pour ambition de développer une production et une négociation commerciale commune avec l'acheteur. Donc ça, c'est pour le schéma et c'est pour vous dire surtout qu'on est sur un enjeu au niveau européen qui se décline derrière sur la loi et le code rural. La loi Egalim 1 est donc intervenue après une réforme au niveau européen de la PAC, une réforme à mi-parcours qu'on a appelé le règlement Omnibus en 2017 et qui a donné la possibilité aux producteurs de s'organiser en OP sans transfert de propriété. Donc, je vais m'expliquer sur cette notion après. Et donc, en gros, de légaliser des ententes au sein d'une OP entre producteurs pour vendre à un même prix avec un acheteur. C'est exactement le modèle laitier, et donc des OP laitières qui avaient déjà cette dérogation au droit de la concurrence auparavant, qui a été dupliqué pour l'ensemble des filières.
avec quelques petites contraintes supplémentaires, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est juste pour vous exposer le propos qu'on a eu finalement une bonne réforme au niveau communautaire juste avant qu'il est venu s'intercaler, juste avant Egalim 1, ce qui a permis quand même de ne pas être totalement déconnecté quand on a voulu aller plus loin que la seule contractualisation entre un producteur tout seul et un acheteur. On peut passer à la diapo suivante du coup. Voilà, ça me permet de faire la transition avec les 3 cas qu'il existe. Donc le premier cas, c'est effectivement celui qui a été prévu par Egalim, c'est-à-dire le producteur qui fait la proposition de contrat à son acheteur, à son premier acheteur, et qui commercialise donc en direct. Il est adossé à aucune structure économique, aucune structure collective, et c'est lui-même qui va négocier un contrat. Donc, sur la flèche, il manque contrat de vente, mais il faut l'entendre comme ça, avec son acheteur en direct. Donc ça, c'est le premier cas qu'on va décliner par la suite pour voir ce qu'il y a dans ce contrat. Le deuxième cas, c'est ce que l'on appelle l'OP sans transfert de propriété, où le producteur donne un mandat à son OP pour négocier en son nom les éléments de négociation, de prix, de volume avec l'acheteur. Et donc l'OP négocie ici un accord cadre avec l'acheteur qui sera décliné ensuite en contrat de vente pour chacun des producteurs membres de l'OP. Donc, il faut bien voir ici que c'est un peu plus complexe en termes de paperasse pour un producteur, puisqu'il doit à la fois donner un mandat de négociation à son OP, il doit aussi signer un contrat de vente avec l'acheteur, et l'OP, elle, de par le mandat qu'elle aura reçu, est chargée de négocier un accord cadre avec l'acheteur. On verra la différence entre le contrat et l'accord cadre, sachant que l'accord cadre, c'est finalement le contrat plus un certain nombre de clauses. On verra dans le détail tout à l'heure. Ici, en fait, l'OP, elle joue le rôle de courtier, c'est-à-dire qu'elle a une mission, un mandat de la part de ses producteurs membres, et elle va aller négocier sur la base de ce qu'on lui demande de négocier. Et elle reviendra avec le résultat de sa négociation devant les producteurs pour voir si on signe ou pas l'accord cadre. Ce qui est différent du troisième cas à droite de la diapo, où on est avec transfert de propriété. Autrement dit, une coopérative. À partir du moment où on est en coopérative en tant qu'agriculteur, on s'engage vis-à-vis de la coopérative, on apporte sa production à la coopérative, donc on signe un bulletin d'adhésion, et après il y a des documents statutaires qui définissent la manière dont on adhère à cette coopérative, mais on laisse faire la coopérative pour la commercialisation. C'est la coopérative qui derrière va décider la manière dont elle fait ses choix, bien sûr dans le meilleur sens pour les producteurs, mais c'est elle qui, par son conseil d'administration, fera les choix en matière d'éléments de négociation avec son propre acheteur. Et c'est bien là, je voudrais insister sur la définition de l'acheteur, puisque on parle beaucoup, et on va parler beaucoup, du premier acheteur de produits agricoles. Vous voyez que sur la partie de gauche, le premier acheteur, c'est celui qui signe le contrat avec l'agriculteur. Sur la partie du milieu, le premier acheteur, c'est celui qui va signer l'accord cadre avec l'organisation de producteurs sans transfert de propriété. Mais sur la partie de droite, le premier acheteur, en fait, c'est la coopérative. Et la coopérative elle-même a un acheteur, mais là, on sort déjà du code rural. Donc, on n'est plus dans la contractualisation amont que l'on vous présente aujourd'hui. On est déjà dans le code de commerce et sur un contrat commercial. Le code rural, il se décline à l'intérieur de la coopérative. Et ça va me permettre de passer à la diapo suivante pour vous expliquer en quelques mots ce que l'on fait à l'intérieur de la coopérative. Voilà, la flèche. Donc, pourquoi est-ce que c'est la coopérative qui est assimilée au premier acheteur? Puisque la loi nous dit, la loi Egalim nous dit, à partir du moment où les statuts et les règlements intérieurs, donc l'ensemble des documents statutaires de la coopérative, prévoient des effets similaires à la contractualisation, donc à ce qu'il y aura dans un accord cadre, par exemple, entre une OP sans transfert de propriété et un acheteur, ou ce qu'il y aura entre un producteur tout seul et un acheteur, il faut qu'il y ait des effets similaires dans les documents statutaires de la coopérative. Donc, l'ensemble des clauses que l'on va vous décliner tout à l'heure, il faut qu'elles soient déclinées dans les documents statutaires de la COP. À partir du moment où il y a ces effets similaires, qui sont attestés par le Haut Conseil de la coopération agricole,
qui va contrôler un échantillon de plus en plus important chaque année pour vérifier qu'il y a bien ces effets similaires, on acte qu'il n'y a pas besoin de contrat entre un producteur et sa coopérative, puisque le bulletin d'adhésion, l'engagement d'apport fait office d'eux. Et surtout qu'il y a une conformité en termes de documents statutaires. Seule exception, c'est l'agriculteur qui n'est pas associé coopérateur, mais qui vendrait pour le coup à la COP, qui serait donc un tiers non associé. Et donc dans ce cas-là, le producteur qui vend à la coopérative et la coopérative est assimilée à un premier acheteur et achète donc, il faudrait un contrat commercial entre le producteur, tiers non associé, et la coopérative. Alors, à noter que par rapport aux éléments statutaires que j'ai présentés juste avant sur le rôle d'une OP, on a tendance à dire que la coopérative est l'OP la plus aboutie, puisque c'est la forme la plus aboutie en termes de transfert de propriété et de démarche collective pour finalement concentrer l'offre à l'échelle d'une structure économique. Mais la coopérative n'est pas forcément OP, elle n'a pas forcément à demander sa reconnaissance en OP pour avoir le droit de faire ce qu'elle fait en matière de négociation collective, puisque le transfert de propriété lui permet, je fais dans les grandes lignes, mais lui permet de déroger au droit de la concurrence, puisque c'est bien elle qui est libre de sa négociation et qui est propriétaire de la marchandise que les agriculteurs lui apportent. Donc voilà dans les grandes lignes sur les organisations économiques, mais on y reviendra tout à l'heure quand on déclinera l'accord cadre. Oui, merci beaucoup Benjamin. Franchement, c'est top de pouvoir, de manière aussi synthétique, présenter effectivement les spécifiques des OP et des COP, ce qui est particulièrement complexe dans ce régime amont. En fait, quand on déroule, donc on a vu les acteurs qu'on avait, le producteur agricole, l'OP, la coopérative, les obligations, on parlait de cette marge en avant. Donc, dans cette marche en avant, il y a une proposition de contrat ou d'accord cadre qui constitue le socle de la négociation entre les parties. Forcément, ça renvoie à ce qu'on connaît à l'aval. Là, ce n'est pas des conditions générales de vente, c'est effectivement une proposition de contrat avec une réponse de l'acheteur. Avec effectivement cette proposition de contrat qui va être une annexe du contrat que l'on va conclure. Voilà, on l'a pas complètement à l'aval, mais on est vraiment dans la même, finalement dans la même logique, hein. C'est exactement la même chose. Alors, effectivement, quand on regarde ce sujet, il y a comme je le disais en introduction, il y a un sujet qui revient en permanence, c'est sur ce champ d'application territorial. La petite difficulté qu'on rencontre à ce sujet, et ce n'est pas un jugement de valeur que je vais faire, c'est bien évidemment sur ces textes-là, les experts qui se prononcent sont des experts du ministère de l'Agriculture. Et sur la question de l'application de la loi dans l'espace lié à un contrat, c'est plutôt des compétences que l'on voit généralement au ministère de l'Économie, très souvent confrontés à la question de l'application de la loi dans l'espace. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a une réponse sur la FAQ qui, de notre point de vue, mais c'est quelque chose dont on va pousser finalement l'expertise avec eux, il y a quelque chose qui est pas forcément complètement calé. C'est quoi l'idée? L'idée de base, hein, c'est qu'on a une application liée au lieu de livraison. Donc, c'est le critère de rattachement qu'on a fixé. On peut avoir d'autres critères d'attachement, quelquefois on n'en a pas. Et là, on a un critère de rattachement qui est le lieu de livraison. Malgré ça, l'administration, donc ministère de l'économie et DGCCRF, nous disent oui, mais faudrait voir si quand même la loi française, on comprend, même quand la livraison n'a pas lieu sur le territoire français, aurait comme vocation à s'appliquer parce qu'il y aurait un lien de rattachement fort avec la réglementation française. Nous, on s'est vraiment arrêté au premier élément, c'est-à-dire où est-ce qu'a lieu la livraison, parce que pour nous, c'est la question qu'il faut se poser. Et bien évidemment, c'est autre chose de voir si à un moment, il y a une fraude. Exemple, je suis situé à la frontière de la France et d'un autre pays. Je dis à l'agriculteur, livrez-moi, je vais aller récupérer les produits
en dehors de France, donc livrez-moi en dehors de France pour les réintégrer en France et les utiliser en France. Et grâce à ça, le lieu de livraison n'aura pas eu lieu en France et je serai effectivement non contraint par des réglementations, par une réglementation française qu'on n'a pas encore décrite, mais dont vous savez qu'elle est extrêmement complexe. Et du coup, ça s'appelle de la fraude à la loi. Il n'y a pas besoin de savoir si la loi française est une loi de police et qu'elle s'appliquerait de manière beaucoup plus générale dès lors qu'il y aurait un rattachement à la France. Simplement que j'ai fraudé la loi. Il n'y avait aucune légitimité à ce que cette livraison ait lieu en dehors de France. Mais là, j'ai fraudé et donc assez légitimement, dans le cas de fraude à la loi, on rétablirait la loi qui aurait dû normalement s'appliquer puisque, puisque l'opération qui était réalisée avait pour but unique de faire échec à l'application de la loi française. Ce n'est pas du tout la même chose si, par exemple, je suis un opérateur, un transformateur qui fait venir des produits un peu de toute l'Europe, qui a mon lieu de transformation en Italie, je me fais livrer en Italie, même si ensuite les produits en grande partie sont revendus après transformation en France. Le passage en Italie, il a une vraie raison, parce que c'est là où j'ai mon lieu de production. Donc, quand je me fais livrer en Italie, ce n'est pas avec l'idée de faire juste échec à la loi française. C'est simplement parce que, assez légitimement, j'ai besoin de ces produits en Italie, que j'ai acheté des produits franco et c'est donc le producteur agricole qui les livre. Voilà. Donc, du coup, on vous a fait quelques petits schémas et bien évidemment, si à un moment on réussit à avoir alors une discussion plus précise avec l'administration, en fait, on voulait l'avoir en amont de ce webinaire, mais il ne vous aura pas échappé. En ce moment, les administrations sont très sollicitées et qu'elles ont peut-être d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre, que de se pencher sur la question de DIP versus une DIP, c'est droit international privé, versus une clause enfin une disposition de la loi qui vise un rattachement. Alors, on vous a fait quelques schémas. Le premier, il est simple. Alors, ce qui est important, et je vais éclairer du coup le propos, et je reviendrai après pour le détailler. En fait, il y a deux dispositions du Code rural qui visent les contrats. Il y a 631-24 dont on a commencé à vous parler et dont on dit il s'applique si le lieu de livraison est en France. Et il y a un autre article qui est 631-24.1 et qui est sur la revente de produits agricoles. Donc, on a effectivement ces deux dispositions. Ce qui est intéressant, c'est que 631-24 dit ça s'applique si le lieu de livraison est en France, mais sur ce contrat de revente, en réalité, rien n'est visé. Il ne vous aura pas échappé que la flèche, c'est bien le lieu de livraison. Ce n'est pas la nationalité de l'acheteur ou du distributeur ou même du producteur. Ça, on s'en fiche. C'est vraiment le lieu de livraison. En l'occurrence, dans le premier schéma, on a un producteur agricole, on est d'accord là-dessus, qui vend au premier acheteur. On applique 631-24 avec un certain nombre de dispositions qu'on détaillera. Et puis, si cet acheteur revend à un distributeur, toujours situé en France, on applique 631-24.1. Ça, c'est assez logique. Le cas peut également se produire. Je l'avais dit en introduction, ce n'est pas lié à la nationalité du producteur, ça aurait posé des problèmes en droit de l'Union européenne, c'est lié bien au lieu de livraison. Et donc, si le producteur est étranger, si on a le temps à la fin, on reviendra sur ce point-là à travers les questions de Marie. Si le producteur est étranger, il vend à un acheteur et il livre, la flèche est lieu de livraison en France, 631-24 s'applique, il se retrouve que cet acheteur revend par exemple à un distributeur, mais il pourrait revendre à un transformateur, peu importe, on a mis distributeur, à ce moment-là, ça s'applique. Alors après, on peut rentrer dans des schémas un tout petit peu plus complexes. Par exemple, cette fois-ci, le lieu de livraison n'a pas lieu en France du premier contrat, et dans ce cas-là, 631-24 ne s'applique pas. On mettra modulo ce que nous dit l'administration à propos d'un éventuel rattachement auquel nous, on ne croit pas tellement. Nous, on considère que dans ce cas-là, 631-24 ne s'applique pas. En revanche, le contrat entre cet acheteur et, là on a mis distributeur, mais encore une fois, ça pourrait être transformateur, le contrat entre cet acheteur et le dernier maillon de la chaîne dans notre exemple, là on a un contrat de revente qui lui est également soumis au code rural.
Alors après, on a eu des discussions avec Benjamin et en fait, on est assez d'accord sur le fait qu'il y a deux lectures potentielles. Il y a la première lecture qui consiste à considérer que les deux dispositions, on a un contrat de vente principal qui n'est pas soumis à la loi française, mais si le contrat de vente secondaire, contrat de revente, lui, a lieu en France, on applique ce second contrat. Sauf que vous verrez, ce second contrat, il s'appuie en grande partie sur ce qui s'est passé en amont. Par exemple, il vous dit, si le prix est déterminé, mais ça, c'est une distinction qui existe dans le contrat amont soumis au droit français. Et dès lors que le premier contrat n'est pas soumis au droit français, on a un peu du mal à comprendre comment on pourrait soumettre ce second contrat au droit français. Autrement dit, on considère aujourd'hui voilà, qu'il y a vraiment deux lectures, que la précaution qu'on peut prendre, c'est s'assurer quand on est un acheteur en France et qu'on achète auprès de quelqu'un qui revend du produit agricole, on peut s'assurer que ce second contrat est bien respectueux du droit français. Vous verrez que les dispositions ne sont pas très complexes non plus, mais il y a une sorte de logique qui est cassée. Après, ce qu'il faut bien voir dans l'esprit du législateur, mais on a exactement la même chose à l'aval, et tous ceux qui traitent des négociations commerciales à l'aval le savent très bien, c'est que le législateur raisonne très souvent franco-français, et très rarement vient, et d'ailleurs regardez les débats parlementaires, quand il y a eu débat parlementaire sur 631-24 et 631-24-1, la partie consacrée au risque ou aux circonstances d'extranéité extrêmement réduites, quelquefois totalement inexistants. C'est un peu la même chose ici. Voilà. Donc on se pose une question sur ce contrat de revente. Encore une fois, si vous êtes le dernier acheteur, on aurait pu mettre transformateur, ça aurait été encore plus parlant pour vous, pardon, on le corrigera dans les slides qu'on vous remettra. Le transformateur qui est en France, la précaution qu'il peut prendre, c'est de dire attendez, moi j'ai des dispositions obligatoires en France, et vous allez voir encore, c'est pas très compliqué. Le schéma de droite, c'est la même chose, sauf que là, on a un producteur agricole qui est en France, oui, mais ce producteur agricole qui est en France est protégé quand il livre la matière première agricole en France. À partir du moment où il la livre à l'étranger, il n'est plus protégé par le droit français, encore une fois, modulo 2 points. 1, que l'administration arrive à nous convaincre de sa thèse sur l'ordre public français et le fait que même dans ces circonstances, le droit français pourrait s'appliquer. Ça, encore une fois, on n'y croit pas trop, mais ça sera intéressant de travailler avec leurs experts sur le sujet. Et puis deuxièmement, que ce passage par l'étranger, en fait, soit un passage qui vise juste à frauder la loi, c'est-à-dire je livre de l'autre côté de la frontière, je reprends les produits, je le revends, et je dis ah ben non, moi je ne suis pas soumis, au texte français. Voilà un peu explicité, j'espère que c'est compréhensible pour vous, cette question de comment finalement s'articulent ces dispositions dans un contexte international. Après, c'est Benjamin qui va vous présenter, oui, pardon Benjamin, les exclusions à l'obligation de contractualisation. On a vu dans quelles circonstances on devait conclure ce fameux contrat 631-24 avec l'amont, et maintenant on va traiter des exclusions. Merci. En effet, il y a des exclusions qui sont d'office dans la loi à certaines relations commerciales entre un producteur et son premier acheteur. Alors, quand le premier acheteur est un consommateur, donc tout ce qui est vente directe pour un producteur, ce n'est pas dans le champ L631-24. De même, tout ce qui est vente à des associations caritatives, on est hors champ. Ensuite, il n'y a pas d'exemption comme on peut la connaître sur l'article 4 de la loi Egalim 2 des grossistes. Il y a des exemptions si on livre, s'il y a une cession sur des carreaux qui sont situés sur des marchés d'intérêt national ou sur des marchés de gros. Et donc, je fais bien la distinction entre un grossiste qui opère sur ces marchés et un grossiste en dehors de ces marchés. En dehors de ces marchés, il ne sera pas exempté de L631-24 s'il est premier acheteur de produits agricoles.
Par contre, tout ce qui est vente au cadran, par exemple, du marché du porc breton, ça passera pas sur l'obligation d'avoir un contrat tel qu'on le décrit ce soir. De même, il y a une exemption pour les contrats dans le secteur du sucre, puisqu'il y a des dispositions particulières au niveau européen. Donc, les contrats passés avec les entreprises sucrières ne sont pas concernés par L631-24. Et puis, j'en viens à un point important, qui est aujourd'hui une concertation menée par la DGPE sur l'ensemble des filières qui souhaitent ou non rentrer dans la contractualisation obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Donc aujourd'hui, les interprofessions sont sollicitées pour décider si la contractualisation écrite sera obligatoire dans leur filière à compter de l'année prochaine. Et derrière, il y aura un décret pour définir toutes les filières qui ne seront pas concernées. Donc, on n'a pas encore de visibilité sur l'ensemble des filières qui seront dans ce décret, même si on a quelques idées. Ce qu'il faut bien se dire quand même, c'est que si on est dans une filière où il y a une exemption à la contractualisation obligatoire écrite, et donc on est dans ce décret, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation. Je m'explique. S'il y a quand même des écrits qui existent, une volonté des producteurs d'avoir un contrat, alors ces écrits ou ce souhait des producteurs devra être conforme à Egalim et donc à L631-24, excepté la question de la durée de 3 ans, et excepté la question de la clause de révision, on va rentrer dans les détails après, qui ne sera pas obligatoire. Mais pour le reste, il faudra avoir un contrat qui soit conforme à Egalim à partir du moment où il y a un écrit, quand bien même la filière a souhaité sortir de la contractualisation obligatoire. Donc c'est un point important, puisque voilà, faut pas se dire quand on aura vu le décret qui sera paru, c'est bon, ma filière est exemptée, demain j'ai plus aucune obligation, je fais comme avant. Si comme avant c'était avec des écrits, il faudra être conforme. Petite précision aussi, dans ce cas de figure, si un producteur souhaite un contrat, il peut le proposer puisque c'est la règle maintenant, mais il peut aussi le demander à son acheteur et son acheteur est obligé de lui répondre, sauf si l'acheteur, en l'occurrence, est une PME au sens de la réglementation européenne. Tout ça, ce sont des critères qui sont définis dans l'OCM dont je parlais tout à l'heure sur les OP. Il y a aussi des règles qui définissent la contractualisation au sens européen. Donc, je répète, si une filière a décidé de sortir de la contractualisation obligatoire, les règles s'appliquent quand même s'il y a des écrits ou si un producteur propose un contrat ou s'il le demande à son acheteur qui est obligé de lui répondre, sauf si cet acheteur est une PME. À ce moment-là, s'engage une discussion en espérant qu'un accord soit trouvé pour avoir le meilleur contrat possible qui convienne à la fois au producteur et à l'acheteur. Une fois qu'on aura ces filières qui seront exemptées à partir du 1er janvier 2023, il y aura d'autres décrets qui définiront des exemptions pour les filières qui seront en contractualisation obligatoire. Donc pour les filières qui ne seront pas inscrites au décret et celles qui seront, comme la filière laitière, comme la filière viande bovine, comme la filière porcine, en contractualisation obligatoire. Il y aura des décrets pour définir des exemptions par seuil de chiffre d'affaires. Autrement dit, des acheteurs qui auront plus de X milliers ou centaines de milliers d'euros, qui auront moins de X milliers d'euros ou X centaines de milliers d'euros, ils ne seront pas obligés de proposer et de contractualiser avec les producteurs. De même, il y aura un seuil, il pourrait y avoir un seuil pour les producteurs. Il y a des décrets, il y a un décret qui est affiché là, qui est paru avec toutes les filières qui sont entrées en contractualisation obligatoire au 1er janvier 2022. Donc, on a 700 000 euros pour le lait, pour les laiteries, 10 000 euros pour les producteurs et ainsi de suite. Il y a des seuils production par production et il y en aura d'autres production par production pour celles qui seront en schéma obligatoire au 1er janvier 2023. Et j'ajoute une autre exemption à la contractualisation obligatoire qui n'est pas inscrite sur le diapo, mais que je voudrais vous préciser quand même, c'est les contrats d'intégration. Donc concrètement, dans la filière veau de boucherie, dans la filière volaille, ce sont des contrats le plus souvent d'intégration. Donc on n'est pas sur de la vente de produits agricoles, on est sur la prestation. Et donc Egalim 2, Egalim et L631-24
par le bien de vente de produits agricoles. Donc comme on n'est pas dans de la vente, tout ce qui est contrat d'intégration n'est pas régi par cet article, mais par d'autres articles qui n'ont pas été modifiés par Egalim. Donc vous pouvez ajouter ça à la liste des exemptions à l'obligation de contractualisation. Si ce n'est que dans ces filières, il y a de toute façon déjà une pratique très bien formalisée du contrat. Benjamin, en termes de visibilité sur les dates de sortie de ces décrets, on n'en a pas vraiment, mais on a quand même. Je pense que le décret sera au Conseil d'État en septembre. Donc on peut attendre pour le début de l'automne sa parution. Donc là, je parle du décret qui prévoit l'ensemble des filières qui seront exemptées et dans la foulée, les décrets qui permettront de définir les seuils de chiffre d'affaires qui exempteront les catégories d'entreprises et de producteurs. Bon, on le verra, ça ne s'appliquera pas forcément aux contrats en cours, mais pour tous les nouveaux contrats au 1er janvier 2023, on va décrire ça. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en termes de prévisibilité et d'organisation, c'est quand même extrêmement court. Bon, après, on a eu la même chose à l'aval entre une loi en octobre qui arrive alors qu'on a commencé à négocier. Le fait de faire des contrats ou de ne pas en faire, d'être exempté. Est-ce que je dois me poser la question de la clause de révision automatique? Est-ce que mon secteur va être exempté ou pas? Et si mon secteur n'est pas exempté, est-ce que certains des opérateurs avec lesquels je travaille auront un chiffre inférieur? Enfin, c'est vrai qu'on va se retrouver dans de vraies difficultés pour un certain nombre, du coup, de producteurs et d'acheteurs au 1er janvier 2023, avec potentiellement des conséquences à l'aval. Parce que tout à l'heure, on présentera le sujet des indicateurs, mais derrière cette contractualisation obligatoire ou non, il y a le jeu des indicateurs dont on doit se servir à l'aval. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver dans une période qui va être tendue avec des décrets qui sortent aussi tardivement. Bon, mais voilà, au moins on le sait, hein, on verra ce que ça peut donner. Ok. Donc du coup, on parlait des dates d'entrée en vigueur, hein. Il y a un certain nombre effectivement de productions agricoles, comme vous voyez là, pour lesquelles il y a eu une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais effectivement, c'était des secteurs pour lesquels potentiellement c'était plus facile parce qu'ils étaient déjà soumis, donc pas de besoin d'attendre aussi longtemps. Et puis après, on a des entrées en vigueur au 1er juillet 2022, donc dans quelques jours, pour certaines productions, 1er octobre 2022, et après, tout le monde rentre dedans. Ceux qui ne sont pas rentrés en vigueur de manière anticipée par décret rentrent en vigueur au 1er janvier 2023. Alors, entrer en vigueur au 1er janvier 2023 ne veut pas dire mise à jour de tous les contrats au 1er janvier 2023. C'est applicable à compter du 1er janvier 2023, c'est-à-dire que tous les nouveaux contrats conclus à partir de cette date, alors quand on dit 1er janvier 2023, je reviens en arrière, mais si vous êtes du lait de brebis cru, effectivement, tous les contrats conclus à compter du 1er octobre 2022 devront être conformes à la loi. Pour les contrats en cours, au 1er janvier 2023 ou à cette date d'entrée en vigueur anticipée, ces derniers devront être mis en conformité lors de prochains renouvellements et au plus tard 1 an après l'entrée en vigueur, si c'était 1er janvier 2023, bien évidemment 1er janvier 2024. Voilà, ce qu'on peut remarquer du coup, c'est qu'on aura 100% des contrats conformes, et là, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que 100% des contrats conformes à la loi, normalement, ça ne veut pas dire 100% des contrats écrits respectant 631-24 en totalité, puisque Benjamin vous a précisé l'ensemble des exceptions possibles, et donc il y aura une vraie question d'aller regarder les exceptions. Mais même pour les secteurs qui seraient full Egalim 2, hein, c'est-à-dire on doit appliquer la totalité de 631-24 et ensuite on va jusqu'à l'aval, on voit le grand décalage
entre l'amont et l'aval, alors que ces deux étaient censés se connecter, hein, c'est-à-dire qu'on applique les dispositions finalement qui sont très en lien depuis début 2022 avec un aval qui potentiellement les appliquera en totalité début 2024. Après, il faut dire que le nombre d'acteurs, la complexité, aussi une habitude à l'écrit qui n'a rien à voir avec les relations aval, en tout cas GMS, c'est évident, bah, sans doute explique en partie ce temps d'adaptation supérieur. Voilà, pour rappeler les sanctions, hein, parce qu'on a parlé de l'obligation de contractualisation. Les sanctions, bah, vous voyez qu'elles sont effectivement assez élevées, hein, qu'elles peuvent être bien évidemment proportionnées à la gravité des faits et au nombre et au volume de ventes réalisées en infraction. Voilà, et qu'il y a des dispositions, alors là pour le coup qu'on ne connaît pas pour certaines, hein, c'est par exemple une prescription de 3 années révolues à compter du jour où le manquement a été commis, et on prévoit ce qu'on connaît mieux, la réitération, avec effectivement une amende portée au double et une publication systématique s'il y a une réitération dans un délai de 5 ans à compter de la première commission des faits. Voilà un peu pour le sujet finalement de cette contractualisation obligatoire. Vous avez vu avec un principe de base et ensuite un sujet qui est plus territorial et un sujet qui est plus d'exception pour savoir si au final on a besoin de contractualiser. Après, c'est autre chose de savoir, oui, ok, on doit contractualiser, mais qu'est-ce qu'on doit contractualiser? Et là-dessus, pardon, j'avais un petit problème de présentation. Voilà, je laisse du coup la parole à Aude. Merci beaucoup Nicolas et bonjour à tous. Donc on va passer aux clauses indispensables du contrat amont. Donc ce sont toutes les clauses qui sont énumérées par l'article L631-24 du Code rural et qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition de contrat ou d'accord cadre et qui devront également figurer donc dans le contrat ou dans l'accord cadre signé. Donc la première clause concerne la quantité totale, l'origine et la qualité des produits qui sont concernés par le contrat. Donc, quantité totale, c'est une nouveauté introduite par Egalim 2. Initialement, Egalim 1 parlait de quantité et Egalim 2 a rajouté le mot total. Cet ajout a été introduit pour lutter contre certaines interprétations qui ont pu être jugées abusives de la part de certains acheteurs. Ensuite, le contrat ou l'accord cadre doit également prévoir une clause relative aux modalités de collecte ou de livraison des produits. Donc, c'est notamment sous cette clause que vous allez prévoir les modalités de transfert de propriété ou de transfert des risques. Donc là, il faudra penser à toutes les situations qui pourraient se présenter. Par exemple, qui supportera les risques en cas d'accident ou si ça concerne des animaux vivants. Qui est responsable en cas de maladie. Il faudra également prévoir les délais d'enlèvement, les délais de livraison, etc. Le contrat ou l'accord cadre doit également prévoir des clauses relatives à la force majeure. Donc ici, vous allez pouvoir encadrer la clause en prévoyant un délai à l'issue duquel, si la force majeure est toujours présente, les parties, par exemple, pourront résilier le contrat. La rédaction de la clause de force majeure est assez libre, elle est laissée à la libre appréciation des parties, mais il est essentiel de bien rédiger ces clauses, notamment au vu de la situation actuelle, parce qu'on rencontre de plus en plus souvent d'aléas. Donc, il faut bien encadrer la clause de force majeure. Ensuite, vous devrez prévoir un délai de préavis et des indemnités qui seront éventuellement applicables en cas de résiliation du contrat. Concernant ces deux éléments, s'il y a une modification du mode de production, donc par exemple, on passe d'un mode conventionnel à un mode bio, le contrat devra prévoir un délai de préavis et des indemnités qui seront réduites par rapport au cadre général. L'article L631-24 parle également d'aléas climatiques et d'aléas sanitaires exceptionnels. Donc, si on est dans ce cadre-là,
l'acheteur ne pourra pas imposer de pénalité au producteur si le producteur ne respecte pas les volumes qui ont été initialement prévus par le contrat. Et à ce sujet, on a eu une question d'un participant sur la définition de l'aléa climatique et de l'aléa sanitaire. Donc, je pense que c'est le moment d'y répondre. Initialement, le texte prévoyait uniquement l'aléa climatique exceptionnel, donc qui fait référence aux calamités agricoles. Donc, ça peut par exemple correspondre au gel, à la sécheresse ou à l'inondation. Et un amendement a été proposé pour inclure les crises sanitaires. Et l'objet de cet amendement faisait uniquement référence aux crises sanitaires qui touchent les animaux, donc par exemple la grippe aviaire ou la peste porcine. Il a également été proposé d'inclure les crises sanitaires de type pandémique, donc par exemple le Covid. Mais les parlementaires ont refusé d'inclure les pandémies dans la définition des crises sanitaires parce qu'ils ont considéré que toutes les pandémies n'entraînent pas forcément une désorganisation de la production ou de la récolte. Ensuite, le contrat ou l'accord cadre devra également prévoir une clause de renégociation conforme à l'article L441.8 du Code de commerce et que l'on retrouve également dans les contrats aval. Donc, la clause de renégociation devra notamment comporter, pourra être relative au coût des matières premières agricoles, à l'énergie, au transport, mais également aux matériaux qui entrent dans la composition des emballages. Il faudra prévoir un taux de fluctuation et une période de référence. Et là, on attire votre attention sur le fait de ne pas prévoir des taux de fluctuation très élevés ou des périodes de référence très longues, parce que dans ce cas, il est très difficile d'activer la clause. Et cette année, on a été d'ailleurs confronté à certaines clauses de renégociation avec des taux de fluctuation et des périodes de référence qui étaient beaucoup trop grandes. Et donc, du coup, on n'a pas pu activer la clause de renégociation et ça a posé des problèmes, notamment au vu de la crise en Ukraine. Ouais, ce qu'on peut dire, Aude, c'est qu'effectivement, il peut y avoir quelquefois la volonté, par exemple, quand on est acheteur, de neutraliser la clause, hein. C'est un peu ce que vous évoquez. Si je fixe des pourcentages tellement élevés, bah, elle ne jouera pas. Quand même faire attention parce qu'on on doit quand même, enfin, cette tentative de contourner la loi en mettant des taux très élevés, elle peut paraître comme ça une très bonne idée en disant ah, bah, comme ça on ne s'embêtera pas. Mais en face, vous avez potentiellement un producteur agricole à qui vous avez imposé ça. Et demain, même si ces pourcentages-là n'étaient pas retrouvés, il pourrait se plaindre. Alors évidemment, il y a quand même, on le dira sur le prix, le jeu effectivement des indicateurs, mais les indicateurs portant effectivement sur un certain nombre d'intrants. Donc on aura sur la partie amont agricole des correctifs à ça, mais attention effectivement quand on intègre 441.8 de ne pas jouer, mais ça vaut également pour les indicateurs en général, hein. Attention de ne pas jouer avec des éléments d'amortissement qui sont tellement importants qu'en réalité, on n'a plus rien qui fonctionne et on sait très bien qu'on l'a fait pour pas que ça fonctionne. Merci Nicolas. Ensuite, il faut être conscient que le contrat ou l'accord cadre doit prévoir des dispositions spécifiques pour les producteurs qui ont engagé la production d'un produit depuis moins de 5 ans. Donc, à ce titre, l'article L631-24 précise que l'acheteur ne pourra pas résilier le contrat avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Et il faudra également ajouter une clause relative au délai de préavis applicable en cas de non-renouvellement, uniquement dans le cas de la production d'un produit, depuis moins de 5 ans. Donc, le contrat et l'accord cadre devront également prévoir une clause relative aux procédures et aux délais de paiement. Donc, ici, on vous a mis 3 exemples de délais de paiement spécifiques qui pourraient vous intéresser. Donc, par exemple, pour l'achat de produits agricoles et alimentaires périssables, donc le délai de paiement sera de 30 jours après la date de livraison. Si c'est des factures périodiques, ce sera 30 jours après la décade de livraison. Et il y a également une exception pour les contrats d'intégration dans les fruits et des légumes. Pour l'achat de bétail sur pied destiné à la consommation, ce sera 20 jours après la date de livraison. Et pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables, le délai de paiement sera de 60 jours après la date d'émission de la facture.
Ici, en cas de non-respect des délais de paiement, sachez qu'il y a une sanction qui, de mémoire, est de 75 000 € pour une personne physique et 2 millions pour une personne morale, donc c'est assez élevé. Donc, il faudra bien respecter les clauses de délai de paiement. Ouais, et avec des contrôles dont on sait que enfin, l'administration pèse beaucoup sur la question des délais de paiement, hein. Vous savez qu'en France, on est quand même des recordman. Là, on n'a pas les derniers chiffres parce que c'est souvent décalé, hein, mais je crois qu'on dit grosso modo qu'en France, on est remonté à 12 ou 13 milliards d'euros. C'est ce qui manque dans la trésorerie des PME en raison des délais de paiement en retard entreprises équivalentes. Par exemple, en Allemagne, ça n'a rien à voir. Et donc, régulièrement, comme elle le fait par exemple dans le transport, l'administration essaye de cibler des secteurs où on a effectivement des acteurs qui sont en vrai risque face au délai de paiement. Ensuite, on a 2 dernières clauses qui sont applicables dans les contrats ou accords cadres, donc la clause relative au prix. Et dans ce cas, on a 2 situations. Soit vous avez fixé le prix dans votre contrat avec l'acheteur, donc c'est un prix déterminé, et dans ce cas, vous allez avoir l'obligation d'inclure une clause de révision automatique conforme à l'article L 443.8 du Code de commerce, comme vous avez à l'aval, et que vous connaissez bien. Si vous n'avez pas fixé de prix dans votre contrat, ce sera un prix déterminable, et dans ce cas, il faudra prévoir une formule de détermination du prix en prenant en compte la pondération des indicateurs. Donc, à ce sujet, Benjamin vous expliquera tout à l'heure qu'on prend en compte 3 types d'indicateurs. Donc, la pondération, en fait, c'est il faut afficher dans le contrat le pourcentage de chaque indicateur sur lesquels vous vous êtes appuyé pour déterminer la formule de détermination du prix. Ensuite, la clause relative à la durée, donc c'est 3 ans minimum, sauf pour les produits soumis à accise, aux raisins mous et vins dont il résulte. Par dérogation, il peut y avoir des accords interprofessionnels qui font monter le délai de 3 à 5 ans. Donc, sur la clause de durée, ça peut ne pas être adéquat pour les cycles de production courts et pour les producteurs et les acheteurs qui ont l'habitude de signer des contrats de courte durée, donc de moins de 3 ans. Donc, c'est ce qu'expliquait Benjamin tout à l'heure sur les exclusions. Donc, il peut y avoir des décrets à venir qui vont exclure certains secteurs d'activité. Donc, je ne vais pas forcément revenir là-dessus dans le détail, mais sachez que dans ce cas, il n'y a pas d'obligation de conclure un contrat écrit. Mais si vous décidez de conclure quand même un contrat écrit, il faudra respecter les dispositions de L631-24. Les seules clauses qui ne seront pas applicables, c'est la clause de révision automatique, sauf si c'est prévu, ce serait prévu par le décret. La clause de durée de 3 ans, donc ça pourrait être inférieur, sauf si c'est prévu par le décret. Et de la même façon, là, ce sera plus forcément le producteur qui va proposer un contrat ou un accord cadre. L'offre de conclure peut venir de l'acheteur. Ouais, et Ensuite, on a vu, on a vu effectivement, pardon, que l'acheteur, le producteur, il était en capacité d'exiger effectivement ce contrat écrit dans certains cas. Ok, ensuite, allez-y, Aude. il y a également des clauses qui sont, donc en plus des clauses qu'on vient de voir qui sont obligatoires aussi bien dans les contrats et dans les accords cadres, il y a des clauses qui sont obligatoires dans les accords cadres. Et là, je pense que c'est Benjamin qui va vous présenter ça. Merci, Aude. Alors, effectivement, il faut voir le contrat comme la première coquille, et lorsqu'on est en OP sans transfert de propriété, il y a une deuxième coquille, comme on l'avait vu tout à l'heure avec le schéma et la partie du milieu, deuxième coquille qui est l'accord cadre. Donc, dans l'accord cadre, on va retrouver toutes les clauses du contrat individuel, plus des clauses collectives, si je puis dire, collectives à l'échelle des adhérents de l'OP. Donc, on va retrouver évidemment la quantité totale, donc l'équivalent de la clause de volume qu'il y a à l'échelle individuelle entre le producteur et l'acheteur à l'échelle de l'ensemble de l'OP. Donc, la quantité totale des producteurs membres de l'OP qui livreront à l'acheteur. Et aussi, ce qui est important pour l'acheteur de connaître, c'est comment est-ce que se répartissent les quantités
entre les différents membres de l'OP, entre les différents producteurs. Donc, il faut qu'il ait cette visibilité qui soit donnée de la part de l'OP dans l'accord cadre ou des AOP. Bien sûr, tout ce que je dis, ça vaut pour les OP comme pour les associations d'OP. Et aussi, dans cet accord cadre, il faut qu'il y ait des éléments sur la manière de répartir les volumes et gérer les écarts entre un producteur qui pourrait moins produire que ce qu'il avait prévu dans son contrat. Comment est-ce qu'on rebascule ces volumes-là sur un autre producteur? Il faut qu'il ait des éléments, des modalités de gestion d'écart des volumes entre ce qui était prévu à l'accord cadre et ce qui est effectivement faisable, réalisable en fonction des aléas, comme Aude en a parlé, et puis d'autres éléments qui pourraient faire varier la production d'un producteur membre de l'OP. Donc, comment est-ce que l'on gère ça? De même, l'accord cadre, et là, c'est une disposition qui est vraiment... déjà, il faut se dire que ces éléments-là sont très inspirés du secteur laitier. La définition de ce qu'il y a dans un accord cadre et dans la relation entre l'OP et l'acheteur. Et dans la loi Sapin 2, on avait aussi introduit cet élément sur les règles qui organisent la relation entre l'acheteur et l'OP. Un peu la manière dont on va discuter tout au long de la vie de l'accord cadre, puisque je le rappelle, par exemple, dans le secteur laitier, on est sur une durée de 5 ans. Donc, il faut prévoir dans l'accord cadre les modalités de négociation, de discussion, et être assez clair sur comment est-ce que l'on échange entre l'OP et l'acheteur. Donc, des modalités de discussion, des règles qui organisent cette relation, mais aussi des modalités de transparence qui doivent être définies de part et d'autre, notamment la transmission des indicateurs relatifs au marché aval de l'acheteur. Et puis, l'acheteur doit aussi communiquer auprès de l'OP tous les éléments qui figurent sur les factures et notamment ceux liés aux modalités de détermination des prix producteur par producteur. Donc ça, ce sont des éléments qui doivent être transmis à l'OP puisque, je vous le rappelle, l'accord cadre n'exonère pas l'acheteur et les producteurs de signer un contrat. Et donc, les éléments qui découlent dans le cadre de la facture doivent être transmis à l'OP. Et donc, la diapo d'après, on rappelle cet élément-là et on précise effectivement que dans l'article qu'a présenté tout à l'heure Nicolas dans les grandes lignes sur les sanctions, il y a aussi une sanction qui est prévue lorsque l'on ne transmet pas ces éléments-là à l'OP dans l'article 631-25, alinéa 5. Alors, donc on en vient à la question des indicateurs et déjà les définir, puisqu'on a parlé des modalités de détermination du prix, et un gros sujet que la question des indicateurs, puisqu'on a, comme je disais en introduction, défini des notions notamment de coût de production. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir comment est-ce que on trouve les indicateurs et comment est-ce qu'on les utilise dans les contrats. Et puis après, Nicolas reviendra aussi sur la cascade et donc l'articulation avec le code de commerce. Donc les indicateurs, ils sont de 3 types. Les indicateurs de coût de production, les indicateurs de prix de marché et les indicateurs de qualité. Et donc, on doit avoir une construction du prix qui fait référence à ces indicateurs. Donc, lorsqu'on a un prix déterminé dans le cadre de la clause de révision, lorsqu'on a un prix déterminable dans la formule qui permet d'avoir un prix déterminable. La loi Egalim 2 est venue ajouter une précision. Elle indique que la proposition contractuelle du producteur ou de l'OP doit faire figurer comme socle de la détermination du prix les indicateurs de coût de production. Donc, ils ont une place prépondérante dans le cadre de la proposition contractuelle, ce qui n'empêche pas que derrière, il y a une négociation qui s'engage. La loi Egalim ne dit rien sur les modalités de la négociation, puisqu'il y a une liberté contractuelle. Et donc, à la fin de la négociation, il faut bien qu'on ait une visibilité, un affichage de la pondération de chacun des indicateurs. Donc, on retrouvera les indicateurs de coût de production qui étaient dans la proposition de contrat, mais on retrouvera aussi les indicateurs de marché, les indicateurs de qualité, et il faudra que à la fois ça s'applique à l'ensemble des volumes au contrat et pas que sur une seule partie, mais aussi qu'on ait une visibilité très claire de la pondération de chacun des indicateurs, sachant qu'on peut avoir un pourcentage devant l'indicateur de coût de production, un autre pourcentage devant l'indicateur de marché.
et un plus en valeur absolue d'une prime qualité. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les filières animales. Ce n'est pas forcément 3 pourcentages en matière de pondération, ça peut être une prime en valeur absolue, en euros, en matière d'indicateurs de qualité. Alors maintenant, j'en viens à la publication et où est-ce qu'on trouve ces indicateurs. Donc, la loi prévoit bien que c'est le rôle des interprofessions d'élaborer et de publier les indicateurs. Et à partir de là, ces indicateurs interprofessionnels sont, par l'article 631-24, désignés comme les indicateurs de référence. À défaut d'avoir des indicateurs qui sont publiés par l'interprofession, Egalim 2 est venu indiquer que c'est le rôle des instituts techniques agricoles que de prendre en charge cette mission et donc d'élaborer et de diffuser des indicateurs à partir du moment où un membre de l'interprofession en fait la demande. Et donc, 2 mois après cette demande, l'Institut doit prendre le relais et publier des indicateurs, sachant que les interprofessions, c'est bien à eux que reviennent de manière primordiale cette mission, mais derrière, c'est en général bien souvent les instituts techniques qui travaillent. Donc, ce n'était pas totalement anodin que de renvoyer vers les instituts directement si l'interprofession n'a pas fait le travail en la matière, ou n'a pas pu faire le travail en la matière. La fréquence de diffusion, elle est à déterminer par l'interprofession, à minima annuel, mais pour vous donner un ordre d'idée, le tableau de bord qui est diffusé par l'Observatoire des prix et des marges, il est trimestriel. Alors ce tableau de bord, il est disponible et vous aurez l'adresse sur la diapo suivante. Il est disponible sur le site de l'Observatoire des prix et des marges et il a vocation à recenser l'ensemble des indicateurs publics de coûts de production. C'était la vocation que lui a donnée la loi Egalim 2, même si au tout début de sa publication, France Agrimaire a fait un travail beaucoup plus conséquent en recensant aussi les indicateurs de marché et l'ensemble des indicateurs de coûts de production. Petite précision, le secteur du sucre, tout à l'heure on disait qu'il n'était pas concerné par la contractualisation obligatoire, mais il est concerné depuis la loi Egalim 2 par l'obligation d'avoir des indicateurs de référence. Et donc, conformément à ce que je viens d'indiquer juste avant, le secteur sucrier est concerné aussi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par indicateur? Donc, c'est bien des indicateurs de marché, des indicateurs de coûts de production. Alors, sur les indicateurs de marché, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a des cotations nationales qui existent, des cotations internationales. Donc là, j'en ai mis quelques-unes qui sont bien connues en matière de différentes filières, hein, en ce qui concerne le porc sur le cadran, les cours mondiaux sur les céréales, le réseau des nouvelles des marchés pour les fruits et légumes, et puis à France Agrimaire et au niveau de l'INSEE, on a aussi un certain nombre de références en matière de cotation de marché. Ce qui est vraiment la nouveauté, j'ai envie de dire, en matière d'indicateurs, c'est ce qui est relatif au coût. Alors, j'ai rajouté le mot, puisqu'il est dans la loi, au coût pertinent de production. Autrement dit, il faut qu'il y ait une pertinence au regard de la production agricole considérée pour définir l'indicateur et du coup pour s'en servir. Donc, d'où l'intérêt d'avoir recours aux indicateurs interprofessionnels. Donc, on peut avoir 2 cas de figure. On peut avoir des interprofessions et des filières et donc des opérateurs dans les contrats qui utiliseront des indicateurs en valeur absolue et qui pondéreront cette valeur absolue. On peut aussi avoir, puisque la loi parle bien des indicateurs et de leur évolution, des indicateurs en indices qui sont diffusés par les interprofessions. Et donc, si je devais faire un raccourci, on dirait que dans les filières animales, on est plutôt parti sur des indicateurs en valeur absolue qui sont publiés par les interprofessions. Dans les filières végétales, on est plutôt parti sur des indicateurs en indices qui reprennent bien souvent, mais pas toutes, l'indice IPAMPA, donc l'indice des moyens de production en agriculture publié par l'INSEE, poste par poste et en fonction des différentes filières. Donc là, je vais plutôt m'attarder à ce qui est aujourd'hui fait dans les filières animales, puisque l'IPAMPA, j'ai envie de dire, c'est une donnée qui existait avant Egalim, il n'y a rien de nouveau à la reprendre. Dans les filières animales, on a constitué des moyennes de coûts de production à partir d'échantillons représentatifs de fermes d'un secteur donné.
et on a calculé des coûts de production, y compris la valeur et la rémunération du travail qu'on a évalué dans la plupart des filières à 2 SMIC bruts, pour avoir derrière cette prise en compte dans les contrats. Alors, si je dois préciser les termes, la loi parle de coûts pertinents de production en agriculture, mais dans les faits, les interprofessions publient des indicateurs de prix de revient. Vous avez le calcul à l'écran, la distinction entre ce qui est un coût de production et un prix de revient. Le prix de revient sera inférieur au coût de production. Donc c'est parce que l'on retranche au coût de production. Donc vous voyez la définition, j'ai envie de dire grossière. On prend les charges courantes, les amortissements, la rémunération du foncier, du capital et donc la main-d'œuvre. Mais on retire à ce coût de production les aides, notamment les aides de la PAC qui sont affectées à l'atelier considéré, donc l'atelier par exemple bovin allaitant, et la vente des autres produits de la ferme, donc le veau, etc. Donc c'est bien pour avoir le calcul du prix de revient en euros par kilo d'une marchandise. Donc on est au plus près de la réalité de ce que ça coûte à produire pour un producteur agricole. Donc voilà ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, dans les filières végétales, on est plutôt sur l'indice IPAMPA de l'INSEE. Vous avez en dessous, comme je l'ai indiqué avant, l'adresse de l'Observatoire des prix et des marges qui recense les indicateurs de coûts de production publics. Ok, merci Benjamin. Et on va terminer par les interactions du coup entre le code rural et le code de commerce. En fait, le code rural, il a vocation à s'appliquer entre le producteur agricole et le premier transformateur. Hein, on pourrait se poser la question parce que quand on regarde effectivement le code de commerce, on peut avoir l'impression que ça pourrait s'appliquer à un producteur agricole. Et vous voyez ce que l'administration écrit dans sa FAQ. Hein, ce contrat est régi soit par le code rural, soit par le code de commerce quand il n'entre pas dans le champ d'application de la loi spéciale. Donc en fait, il considère que le code rural déroge à l'obligation générale de contractualiser quand on vend un produit agricole ou une matière ou un produit alimentaire. Pardon. Voilà. Et donc là, on regarde, on applique le code rural sur la première. Alors après, ce qui change un peu avec Egalim 2, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait des textes qui n'étaient pas soumis, enfin des relations qui n'étaient pas soumises, par exemple entre premier et deuxième transformateur, puisque finalement on réglementait d'un côté la vente par un producteur agricole, de l'autre côté la vente entre un fournisseur et un distributeur, et aujourd'hui on réglemente la vente entre un fournisseur et un acheteur. Voilà, c'est la même chose pour un restaurateur auquel normalement le deuxième transformateur n'a pas d'obligation de contractualiser avant Egalim 2 et aujourd'hui une obligation de contractualiser, ce qui n'est pas sans poser de problème. Il y a un texte qui est un peu bizarre parce qu'il est entre les deux, et j'en ai parlé tout à l'heure, et je sais que Marie a reçu une question par rapport à ça. Le code rural, il traite du contrat entre le producteur agricole et le premier acheteur, mais également il traite du contrat entre le second acheteur, ce premier acheteur et le second acheteur. Voilà, on est bien sur un achat-revente et pas sur une transformation, parce que à ce moment-là, on ne vend pas le produit agricole en tant que tel. En fait, quand on discute avec l'administration mais c'est un peu bizarre parce que finalement, ce contrat obligatoire, mais qui ne vise pas le lien avec un producteur agricole, et en fait, leur expression, c'est de dire, mais on donnait un peu le premier élan à cette fameuse cascade. Hein, c'est-à-dire, voilà, on avait traité le premier contrat, mais on voulait indiquer qu'il y avait un second contrat. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux premières dispositions que vous voyez, c'est-à-dire l'obligation de prendre en compte les indicateurs, je ne vais pas revenir là-dessus, elles ne sont pas sanctionnées. Voilà. Donc on est beaucoup plus dans l'intention. Le seul élément qui est sanctionné, c'est effectivement l'information qui doit être donnée en amont de ce qui se passe sur le marché aval. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, on a ce texte un peu entre les deux, hein, ce fameux texte de revente dont, quand j'ai présenté l'application de la loi dans l'espace, j'ai dit, ce contrat de revente, est-ce qu'il est soumis à la loi française ou pas? Il est d'importance mineure parce que vous voyez que ces dispositions par rapport à ce qui est évoqué, Aude, il y a beaucoup moins de choses à mettre parce qu'on parle finalement juste des indicateurs et d'une information à donner aux producteurs agricoles sur ce qui se passe sur le marché qui est en aval de lui.
donc le marché entre le premier acheteur et le second acheteur. Voilà. Mais simplement, c'est des dispositions légales, vaut mieux les connaître et comprendre pourquoi elles s'insèrent là-dedans. Et finalement, on va beaucoup plus se concentrer sur les dispositions du Code de commerce dans cette situation premier acheteur, second acheteur, que d'aller regarder les dispositions du Code rural qui, encore une fois, à part des obligations d'information, ne sont pas sanctionnées par la loi. C'est ça les obligations d'information. Le premier acheteur doit informer le producteur de l'évolution des indicateurs relatifs au prix des produits sur le marché aval dans le contrat amont. Oula, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi, producteur agricole, j'ai confié un premier acheteur, enfin j'ai vendu un premier acheteur. Ce premier acheteur, il revend à un deuxième acheteur. Et ben, le premier acheteur, il doit me dire ce qui se passe dans ce deuxième marché, dans ce marché aval. Pourquoi? Parce que c'est une source d'information. Hein. Voilà. Moi, je suis producteur agricole, je travaille avec un grossiste. Si effectivement le grossiste me dit comment les prix évoluent vis-à-vis de ses clients, c'est une information pour moi sur une information économique qui peut être utile. C'est la seule disposition sur ce contrat de revente qui est sanctionnée par la loi. Voilà. Donc, on a effectivement cet article qui est un peu une bizarrerie. Voilà, donc il faut l'appliquer sans chercher forcément une grande logique et se dire que c'est vraiment l'information qui va toucher le premier acheteur qui est l'élément utile. Et puis ensuite, on sort du code rural. Hein, à partir du moment où on a transformé le produit, à partir du moment où il y a un troisième acheteur d'un produit non transformé, on sort du code rural et là, on rentre dans les dispositions de 443.8, c'est-à-dire l'obligation d'avoir une contractualisation à partir du moment où on vend un produit agricole ou un produit alimentaire. Et ça, vous connaissez ça bien évidemment par cœur. Pour ceux qui connaissent bien l'aval, voilà les dispositions qu'on applique depuis début 2022. Voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que l'OP avec transfert de propriété ou la coopérative agricole, elle ne procède pas à une première cession en tant que producteur agricole. Elle n'est pas producteur agricole, la COP ou l'OP avec transfert de propriété. Voilà, on est un peu au bout. Alors, il est 30. Normalement, on voulait laisser un peu de temps aux questions. Marie, est-ce qu'on peut disposer de peut-être 5 minutes de plus pour répondre à une ou deux questions? Oui, merci déjà à tous les trois pour ces informations très claires. Ouais, je pense qu'on peut se donner 5 minutes, nos traditionnelles 5 minutes de retard, je dirais, pour ce question-réponse. Et du coup, la première question revient notamment sur la territorialité. C'est quid de l'application concrète de la partie au contrat amont aux matières premières importées en France? Donc, est-ce que l'application des dispositions de l'article L631-24 du Code rural, dans la mesure où elle est très difficile à appliquer à ses fournisseurs, l'administration a-t-elle prévu de réévaluer l'obligation de conclure des contrats pour ces typologies de fournisseurs qui sont situés à l'étranger? Alors, l'administration n'a pas la main, c'est la loi qui fixe effectivement les conditions d'application. Et oui, ces dispositions s'appliquent à un producteur agricole situé à l'étranger qui livrerait les produits en France. Voilà, et quelle que soit la taille de ce producteur agricole, avec toutes les exceptions dont effectivement Benjamin a largement parlé. Maintenant, il y a une réalité du contrôle. On sait bien que et c'est normal, les pouvoirs publics vont être plutôt intéressés par ce qui se passe à l'amont qui pourrait nuire à des opérateurs français. Donc, dans un premier temps, on peut dire, finalement, peut-être qu'ils seront plus cool avec un producteur étranger qui, du coup, n'aurait pas de contrat amont qui ne le protégerait pas. Attention quand même, il y a une deuxième réflexion de l'administration, c'est que si on ne contrôle pas ce genre de contrat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en concurrence, on a un producteur agricole français, obligation de conclure un contrat écrit, avec tout un tas de contraintes, et puis il est en concurrence avec un producteur étranger qui, lui, subirait pas de contrôle, donc pourrait vendre dans un contexte beaucoup moins contraignant. C'est ce qu'on appelle la discrimination à rebours, et finalement, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que les autorités ont tendance à dire non, non, nous, on contrôlera même ces situations au risque
Alors, ils ne le disent pas comme ça, au risque de protéger un producteur étranger, mais pour s'assurer que tous les producteurs qui livrent des produits en France seront bien soumis à la même réglementation. Sinon, on sait comment on peut trancher quand on a des producteurs très protégés, des producteurs moins protégés. Peut-être qu'on ira vers les producteurs moins protégés. On connaît cette situation de manière quasi identique à l'aval. Merci beaucoup, Nicolas. Deuxième question, le fait qu'il y ait un intermédiaire, donc souvent un transformateur entre le producteur et l'acheteur, dispense-t-il vraiment de se mettre en conformité avec Egalim 2? Bah, non, non. Alors, c'est toujours compliqué, il faut faire attention quand on dit conformité ou pas conformité avec Egalim 2. Vous avez vu à quel point c'est complexe. Benjamin, il vous a expliqué que, et avec Aude, oui, alors on est conforme à Egalim 2, mais on n'a pas l'obligation de conclure un contrat écrit. Mais si on a une demande du producteur agricole, du coup, on va avoir une obligation. Être conforme à Egalim 2, c'est très compliqué parce que c'est des dispositions qui ont des champs d'application qui sont toutes assez différentes. On l'a vu, un intermédiaire, il est soumis. Si cet intermédiaire, il achète et il revend, eh ben, il est soumis aux dispositions du Code de commerce et aux dispositions du Code rural si c'est le premier acheteur. Si cet intermédiaire, il transforme les produits, il va être soumis à Egalim 2 dans son achat auprès du producteur agricole par le Code rural et dans sa vente du produit transformé à un acheteur quel qu'il soit, il va être soumis à Egalim 2 par la partie Code de commerce 443.8. Voilà, donc effectivement, les intermédiaires, ils sont soumis. Quelquefois, il y a une petite confusion, et Benjamin l'a très justement rappelé, de cette histoire de grossiste. Le grossiste qui est en relation avec un producteur agricole, il est soumis à Egalim 2 dans la partie code rural. Il est effectivement exclu, il faut le dire vite parce que c'est vraiment mal écrit, mais potentiellement exclu de la partie Egalim 2 sur l'aval parce que, en tant que grossiste, pour ses actes d'achat et de vente, il n'est pas soumis à l'obligation de contractualisation visée par 443.8. Après, à voir s'il n'est pas soumis par une autre obligation de contractualisation qui pourrait être 441.3 ou 441.4 s'il conclut à lui-même le contrat avec un distributeur. Voilà, donc attention quand on parle de est-ce que je suis soumis ou pas à Egalim 2, il y a quand même des situations qui sont tellement différentes l'une de l'autre que voilà, il faut faire extrêmement attention à ça. Merci beaucoup, Nicolas. Une question intéressante sur la clause de révision automatique, c'est de savoir en pratique comment on fait. Est-ce qu'on doit reprendre exactement la même clause de révision automatique qui existe dans le contrat amont dans le contrat aval? Est-ce qu'on doit reprendre par exemple la fréquence minimum? Est-ce qu'on devrait prendre des mêmes seuils, etc. Comment on articule les clauses de révision de prix? Je vais répondre très rapidement parce qu'il y a également des questions qui concernent Benjamin et je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais en fait, on doit, ça se connecte, mais c'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément la même chose parce que bien évidemment à l'amont, on a du produit brut où le produit en tant que tel représente énormément du prix de revient. Voilà. Après, quand on a un produit transformé, bah, la part de matières premières agricoles, par exemple, pèse moins lourd et quand le produit est très transformé, et ça pèse de moins en moins lourd. Voilà. Donc, mais bien évidemment, on va connecter les deux. Et du coup, le fait qu'on ait cette nouveauté qui est que même quand on a un prix déterminé, on doit avoir une clause de révision automatique. Et sinon, on a un prix déterminable, de toute façon, il est déterminable en fonction d'une formule. Ben, ça veut dire qu'on va pouvoir beaucoup s'inspirer de ce qui se fait à l'amont. Encore faudra-t-il avoir l'information pour traiter ce qu'on veut faire à la balle. Ok, merci beaucoup, Nicolas. Ouais, si Benjamin, c'est bon. Ouais. Il y avait la question 4, peut-être qui peut être. Oui, elle est simple. Qui impose des indicateurs? Est-ce l'agriculteur, le fournisseur ou, dans le cas des contrats aval, le client? Benjamin? En fait, je pense qu'il ne faut pas parler d'imposer des indicateurs.
il y a une proposition contractuelle qui émane du producteur. Donc, dedans, il y a des indicateurs qui formuleront et construiront le prix. Derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la libre négociation qui s'engage, hein. Donc, il y a une négociation dans laquelle il y aura une discussion sur les indicateurs. Le fait est que si on utilise et si le producteur a choisi des indicateurs de référence, donc les indicateurs interprofessionnels, que les familles et les organisations professionnelles de part et d'autre ont validé, ce serait peut-être malvenu d'aller imposer dans la négo par le rapport de force, j'entends, un autre indicateur. Ceci étant dit, il y a une discussion qui s'engage pour effectivement regarder au regard du terme pertinent, coût pertinent de production, si on prend le coût de production, quel est le plus pertinent. Ce qui reviendrait potentiellement à remettre en cause la pertinence des indicateurs interprofessionnels. Donc là, il y aurait une discussion qui s'engagerait. Mais voilà, plutôt que d'imposer, j'emploierais plutôt le terme de discuter sur la base de la proposition du producteur, puisque c'est bien la logique. Et c'est vrai que c'est lui qui connaît quand même la manière dont il a fabriqué son produit, ce qui rentre en compte et en cause. Et c'est vrai que quelqu'un qui dirait ah bah non, moi j'ai décidé auprès de tous mes producteurs agricoles de prendre tel ou tel indicateur. Eh oui, mais on n'a pas tous les mêmes réalités de marché, les mêmes réalités de production. Et il faudrait se méfier de cette, comment dire, de cette imposition contraire qui serait de refuser de rentrer dans la négociation. Encore une fois, comme l'industriel alimentaire, le producteur agricole, lui qui est le plus légitime à expliquer ce qui pèse sur lui et ce qui ne pèse pas sur lui. Merci pour vos réponses. Et dernière question, en cas de litige et donc de saisine du médiateur et d'échec de la médiation, le comité de règlement des différends commerciaux est-il automatiquement saisi? Doit-il être saisi par au moins l'une des parties? Alors, merci Marie pour la question, parce que ça introduit une notion dont on n'a pas parlé, c'est la question de la résolution des litiges. On a parlé directement des sanctions, mais effectivement, avant d'aller sur des sanctions, on peut résoudre un litige grâce à ces outils. Donc, si je refais dans l'ordre, avant d'aller devant le tribunal ou devant ce comité de règlement des différends commerciaux agricoles, il faut avoir une procédure de médiation via le médiateur des relations commerciales agricoles ou via un autre médiateur qui aurait été prévu au contrat. Et ensuite, si la médiation échoue au bout d'un mois, renouvelable un mois avec l'accord des parties, il faut effectivement que l'une des parties saisisse, sur la base des recommandations du médiateur, le comité de règlement des différends. Et c'est seulement à partir de là que s'engage une procédure devant le comité de règlement des différends. Et à l'issue, pareil, si malgré l'astreinte financière, on n'a toujours pas réglé le litige, on peut aller devant le juge. Ouais, et le comité de règlement des différends qui est donc nouveau et qui a été institué par la loi Egalim 2. Et exclusivement sur l'amont. Sur la Et relation exclusivement sur producteur-premier acheteur, il n'intervient pas sur l'aval, contrairement au médiateur. Exactement. J'en ai fini donc avec ce petit jeu de questions-réponses. Donc je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Veuillez nous excuser pour ces quelques minutes de retard, mais je pense que ça valait le coup. Un immense merci donc à Ania Formation pour l'organisation de ce webinaire et surtout un immense merci aux intervenants, à Benjamin Guillaumet, Nicolas Gentil et Audière. C'est vraiment les échanges ont été très enrichissants et surtout de pouvoir les partager avec la FNSEA, c'est vraiment un prisme hyper intéressant pour nous. On espère voilà, que les membres de l'ANIA connectés ont trouvé satisfaction dans ce webinaire et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires et donc vous aurez accès au support de présentation ainsi qu'au replay. Oui, Marie, si je peux ajouter, on réfléchit, mais c'était l'idée de faire ce webinaire et de voir à une formation où on aurait beaucoup plus de temps, on passerait une journée sur ces contrats amont pour rentrer dans le détail, parce qu'on vous a présenté un truc hyper complexe dans un temps très réduit, et peut-être qu'en se posant sur une formation, on a le temps de vraiment rentrer dans le détail. Voilà. Merci à tous et très bonne soirée. Merci, Bonne au revoir. soirée à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir.